à tous, merci d'être avec nous pour cette deuxième et dernière partie de journée pour de nouvelles tables rondes donc sur des sujets tous plus passionnants les uns que les autres. On va commencer cet après-midi avec un sujet sensible bien sûr mais essentiel, la place de l'industrie face aux limites planétaires. Alors elles ont longtemps été perçues comme une contrainte mais ces limites elles deviennent aujourd'hui un cadre incontournable bien sûr pour repenser nos modèles, nos chaînes de valeur et plus largement notre responsabilité collective. Pour en discuter, vous allez le voir, nous aurons autour de la table des regards complémentaires et l'objectif de cette discussion, c'est d'ouvrir un dialogue, bien sûr, jusqu'où peut aller l'industrie, quelles sont ses limites réelles et quelles conditions sont nécessaires pour rester dans un espace compatible avec les limites planétaires. Je vais demander à nos 4 intervenants de bien vouloir nous rejoindre sur scène. Je vais vous les présenter dans un instant. On peut les applaudir. Voilà, avec nous donc pour parler de l'industrie et des limites planétaires, François Clément Grandcourt, directeur général de BIC, pardon, j'étais sûre que j'allais faire la petite bourde, de BIC Briquet, c'est très dur à dire, mais j'y arriverai. Barbara Bresson-Sussfeld, directrice RSE et développement durable chez L'Oréal. Henri Bourgeois-Costa, directeur des affaires publiques, plaidoyer plastique de la fondation Tara Océan, et Bruno Rebel, consultant indépendant chez Ecologica. Je voudrais vous poser une question à tous pour débuter, pour qu'on comprenne bien le sujet. Quand on parle aujourd'hui de limites planétaires, qu'est-ce que ça signifie pour vous concrètement ? Bruno Rebel, peut-être, vous voulez commencer ? Le micro est allumé normalement. Oui, bonjour à toutes et à tous. Le concept des limites planétaires, j'imagine que vous êtes quand même assez familier avec ce concept. Ce qui, moi, me semble très intéressant dans ce concept, c'est que on sort d'une approche qui a été trop longtemps centrée sur une problématique qui était essentiellement le carbone, pour prendre en compte l'ensemble de ce que les scientifiques ont identifié comme limites planétaires, que ce soit l'acidification des océans, la perte de biodiversité, ou les changements d'usage des sols, les cycles de l'azote et du phosphore, la pollution des eaux, l'introduction de substances étrangères dans la biosphère. Et ça amène du coup à une lecture totalement systémique, holistique des enjeux, et ce qui est en fait beaucoup plus proche de la réalité que nous vivons que cette seule idée de travailler sur le changement climatique, même si bien sûr le changement climatique est un élément très structurant des grands équilibres écologiques de la planète, mais on a pu voir que si on travaillait que sur le carbone, parfois on oubliait un certain nombre de sujets et qu'on se retrouvait par exemple avec des pollutions chimiques très conséquentes, alors que là on a un cadre qui doit permettre d'avoir cette approche très systémique et de toucher tous les enjeux, de se préoccuper de tous les enjeux. Avec la petite contrainte aujourd'hui, c'est que sur les 9 limites planétaires, il y en a 7 qui sont déjà dépassées, et que sur les 2 autres, il y en a une qu'on ne sait pas mesurer, c'est la pollution par les aérosols, et que donc on sait qu'on a un gros travail à faire sur toutes ces limites aujourd'hui. Vous voulez prendre la parole, peut-être, Henri Bourgeois-Costa, voir si vous... Oui, alors tout à fait d'accord. Bonjour à toutes et à tous, tout à fait d'accord avec Bruno. J'ajouterai un élément de contexte qui est que ce concept de limite planétaire, il est né après 72, après The Limits to the Growth du rapport Meadows. C'est quelque chose qui est important de rappeler, et qui a presque aussitôt, après cette émergence de ce concept, une forme de mécompréhension, c'est-à-dire qu'en fait on va considérer limites comme les limites dans lesquelles il faut être. On va pas considérer les limites comme les limites dans lesquelles il faut être, mais comme une limite à ne pas dépasser, ce qui est un petit peu différent et on y reviendra après, je pense. Oui, on va en reparler bien sûr. François Clément Grandcourt, est-ce que vous êtes d'accord avec ces définitions ? Comment vous percevez-vous les limites planétaires, en tout cas chez BIC ? Alors de façon très concrète, limite planétaire pour moi, c'est un bateau qui ne peut plus arriver dans mon usine au Brésil parce que l'Amazone est à sec. C'est un autre bateau qui ne peut pas décharger à Rotterdam le gaz pour les briquets parce qu'il n'y a plus assez d'eau non plus. C'est une inondation dans notre usine de Redon.
en ce moment, il n'y a pas besoin d'aller très très loin, et également des manques d'eau au même endroit en été, qui fait que pendant 5 mois de l'année, on n'a plus le droit de faire d'exercice incendie, ce qui est un souci quand on est un site Céveso. La formation des équipes est quelque chose d'extrêmement important. Température également. On a des tunnels de chaleur qui n'existaient pas, par exemple en Bretagne, je ne vais pas très loin, qui fait que nos pièces ne sont plus aux bonnes dimensions. Parce qu'il fait tellement chaud que, en fait, quand elles sont faites et quand après la température baisse, eh ben, ça ne marche plus. Et on a même eu pendant une période des personnes qui se sentaient qu'il y avait des malaises en usine, en Bretagne, hein, je ne parle pas d'un pays très chaud. Hein. Donc en fait, les limites planétaires, en fait, on les vit de façon extrêmement concrète en usine. Et on en reparlera peut-être plus après, mais rappelons-nous que les limites physiques, c'est quelque chose que les usines connaissent très bien, parce que en fait, quand on transforme de la matière, quand on fait tourner des machines, on est confronté aux lois de la thermodynamique, les mêmes que celles qui régulent la Terre. Donc en fait, les limites planétaires, pour nous, sont en effet extrêmement utiles pour sortir du tunnel du CO2 qui nous a fait faire de grosses erreurs. La première roadmap CO2, on multipliait par 4000 l'utilisation de l'eau, mais on l'a découvert après. Mais de l'autre côté, c'est vraiment un côté extrêmement concret du quotidien et on y est déjà confronté, c'est pas dans longtemps. On va y revenir, bien sûr. On va essayer d'expliquer justement comment vous avez pris le sujet chez BIC. Pour vous, Barbara Bressan-Sussfeld, les limites planétaires, ça veut dire quoi pour vous? Comment vous abordez le sujet, en tout cas? Alors, ça veut dire tout ce qui vient d'être dit. Donc, je partage tout à fait ce que mes partenaires aujourd'hui. Bonjour à tous d'abord et merci de votre temps et de nous écouter. Pour nous aussi, les limites planétaires, en fait, tout l'enjeu opérationnel et stratégique, c'est de s'y intégrer et de les anticiper pour éviter les catastrophes d'inondations à Meudon ou ailleurs, et nous, dans d'autres usines. Je pense que ce qu'il faut bien comprendre, et ce que chez L'Oréal, on a compris depuis assez longtemps, ça fait plus de 30 ans qu'on est engagé dans cette transformation. Notre premier, je donne souvent cette date qui est assez fondatrice, mais notre premier laboratoire de recherche environnementale, on l'a fondé en 95 dans le groupe L'Oréal. Et donc, on a assez vite travaillé, et parce que aussi, c'est peut-être le propre de la façon dont on travaille. On travaille, nous, beaucoup avec l'ingrédient aussi, puisqu'on a des ingrédients qui rentrent dans nos formules. Et donc, très vite, la relation, je dirais, au vivant a toujours été et fait partie de notre ADN. Donc, 100% de notre supply chain au jour d'aujourd'hui, elle dépend du vivant. Donc, en fait, je pense que c'est le cas pour à peu près toutes les industries du monde, sans aucun doute, mais pour la nôtre, peut-être encore plus. Donc les limites planétaires, on n'a jamais, nous, travaillé exclusivement sur des logiques de décarbonation. On a toujours travaillé en pensant à notre action et à la limitation de notre impact sur la biodiversité. Et ça se reflète dans des programmes, le dernier programme s'appelle L'Oréal pour le futur chez L'Oréal, mais il y en avait un autre avant qui s'appelait Partager la beauté à tous. Et en fait, ça fait plus de 25 ans qu'on y travaille. Moi, j'ai travaillé en Inde, j'ai travaillé en Chine, j'étais patronne des opérations donc en Inde et j'y étais donc en fin 2008 jusqu'en 2012. Et quand je me suis occupée d'agrandir l'usine, qu'on a agrandi notre réseau de distribution, les problématiques d'eau, de respect de l'eau, de l'accès à une eau à la fois de bonne qualité et en quantité suffisante pour nos collaborateurs, pour la communauté qui sont autour d'une usine ou d'un centre de distribution, les problématiques de respect de la biodiversité du site dans lequel on évolue, du territoire dans lequel on évolue, et on fait la même chose pour nos 11 usines en France. En fait, c'est imposé, je dirais, naturellement à nous. On était en 2009, 2010, on parlait peut-être pas encore de développement durable de façon aussi systématique, mais en fait, on en faisait. Et c'était ça. Donc, les limites planétaires, pour nous, elles se traduisent par des engagements extrêmement concrets, je reviendrai dessus un peu plus tard, d'engagement en tant que groupe et au niveau global, et très concrètement ensuite dans nos sites industriels au niveau local, adaptés au niveau des territoires. Voilà, donc ça, il faut quand même savoir qu'on est, nous, dans une culture et dans une approche où le vivant est quand même au cœur de notre approche. Et donc, par définition, quand on s'est engagé, notamment formellement en 2015, mais même encore auparavant, sur les accords de Paris, les limites planétaires ont fait très vite partie de notre modèle et de notre approche industrielle. Alors, on va en reparler justement. L'objectif, c'est de bien comprendre comment BIC et L'Oréal, justement,
peuvent mettre en place finalement des actions concrètes sur ces sujets. François-Clément Grandcourt, est-ce que vous pouvez nous expliquer voilà, comment le sujet, vous l'avez un peu dit, mais comment le sujet est entré chez BIC et qu'est-ce que cette démarche finalement, elle a pu changer concrètement dans votre manière de produire? Alors en fait, la démarche est partie de très très loin. Ça semble idiot, mais la raison pour laquelle Marcel Bic est parti sur le plastique, c'est parce qu'il recevait déjà des signaux, via les prix notamment, qu'il n'y aurait pas suffisamment de métaux pour pouvoir faire l'ensemble des produits qu'il y avait à faire. Le groupe a également beaucoup avancé, mais à peu près les mêmes ordres de grandeur de temps, c'est assez amusant. 1994, première analyse de cycle de vie. Mais si je reviens un petit peu en arrière, spécifiquement par exemple sur le briquet, ce briquet-là a été conçu en 71, septembre 71. Il était éco-conçu avant même la notion d'éco-conception. Et on peut se dire, comment est-ce qu'on fait? Juste on fait les choses bien. C'est tout simple. Et en fait, c'est ce que j'aimerais également laisser comme élément aujourd'hui, c'est dès le moment où le travail est bien fait depuis le départ, ça ne veut pas dire que tout est parfait, mais ça veut dire que ça simplifie considérablement les choses. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce briquet-là est démontable en 4 mouvements. C'est-à-dire qu'une machine est capable de démonter ce produit-là, de récupérer les pièces pour pouvoir les réutiliser. Si elles sont en très bon état, on les réutilise. Si elles sont en mauvais état, on les refond. Et même, on est capable de pouvoir réutiliser certains de ces briquets-là. Donc c'est une première notion qui est dès le départ. Une deuxième, les briquets de ce type-là, pour les barbecues par exemple, je vous laisse imaginer l'impact environnemental du plastique et du métal. Et alors que 80% des usages peuvent être faits avec ce même produit-là, ce petit produit-là. Okay, donc l'impact est divisé par 4 environ. Et puis après, on va plus loin et on se dit, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là-dedans, il y a en fait un briquet. Et si on donnait la possibilité au consommateur, simplement, de remettre un briquet dedans? Et ça permet à ce moment-là de l'utiliser 15 fois, et donc l'impact environnemental est considérablement diminué. Donc en bref, le point... Il y a l'aspect des usines dont je parlais tout à l'heure, il y a l'aspect de l'éco-conception, voire de la refonte complète des gammes de produits, parce que c'est ça qui s'est passé, notamment sur les briquets utilitaires, sachant que le point de départ qui a été laissé par ceux qui ont lancé l'entreprise était extrêmement positif. Voilà. Après, ça nous permet plein de choses. Ça nous permet d'avoir une machine qui démonte, mais pour démonter, c'est très bien, mais il faut collecter. Est-ce qu'on peut collecter? Donc en fait, on a travaillé sur une machine depuis 1995, depuis un peu moins quand même, 2015. Ça nous a mis environ 8-10 ans pour la mettre au point intégralement, être efficace. Et sur la collecte, la question c'est est-ce que les consommateurs collectent? Oui, ils collectent et très bien. Et en France, ça marche très bien. Si vous allez en Bretagne, Normandie, Pays de Loire, vous verrez, on collecte dans énormément de points de vente. Et on découvre que non seulement c'est soutenable financièrement, mais qu'en plus, il y a une vraie appétence et du réseau de distribution et des consommateurs. Donc en fait, plus on rentre dans le détail des choses, plus on s'aperçoit que, oui, ça semble bien être possible et ça semble fonctionner. Merci beaucoup pour ces explications très, très bien illustrées. En plus, c'est bien parlant. Barbara Bressan-Sussfeld pour L'Oréal. Donc, vous avez commencé à nous expliquer un peu la manière dont vous avez pris le sujet à bras-le-corps. Finalement, quand on produit, quand on fabrique des produits du quotidien, des produits de beauté, est-ce qu'on ne rencontre pas réellement, rapidement, des limites? Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement? Alors, on a mis en place pas mal de choses. Donc, je vais d'abord parler de nos process de production. Donc, et je vais prendre l'exemple, je prends souvent cet exemple-là parce qu'il caractérise et exemplarise assez bien ce qu'on fait sur l'ensemble de nos usines, notamment dans le monde entier. On a un certain nombre d'objectifs, d'abord au niveau global. Donc, on a un cadre global qui s'impose à tous. Et il s'impose à nos 36 usines dans le monde. Et je vais prendre un exemple en France, que nous sommes en France, et parce qu'Ambrouillet est une très grosse usine, de plus de 200 millions d'unités de production par an. Donc ce cadre général, d'abord, il nous engage à ce que 100% d'énergie renouvelable soit créée sur nos sites pour qu'ils soient totalement autonomes dans le futur. On s'engage aussi à ce que 100% de nos sites, d'ici 2030, soient ce qu'on appelle en boucle sèche ou en water loop en anglais dans le texte. C'est-à-dire qu'on recycle 100% de nos eaux usées industrielles pour du coup ne pas du tout polluer et en plus réutiliser intelligemment cette eau. On a aussi un certain nombre d'engagements sur la régénération de terre, au-delà de l'empreinte qui est nécessaire aujourd'hui à nos activités, et ça dans le monde entier. Donc typiquement, si vous allez à Rambouillet, c'est une usine qui produit du shampoing.
Elle est en lisière de la forêt de Rambouillet. Donc là, quand on parle aussi d'écosystèmes et d'illustrations très concrètes aussi de comment l'industrie s'intègre et aujourd'hui est vraiment un acteur de la transition et fait attention à son environnement, là vous êtes en lisière de forêt et en fait on travaille avec l'ensemble des parties prenantes locales, on travaille avec l'ONF, on travaille avec les collectivités, avec les populations qui sont à côté et pour s'assurer de la totale intégration de notre site de production. Donc concrètement, ça veut dire aussi qu'on a travaillé avec un fournisseur, donc, et ça c'est là aussi où l'industrie a cette force très importante de travailler en coalition et travailler en partenariat sur des écosystèmes complets. On a un fournisseur en fait qui est dans notre usine et qui fabrique ce qu'on appelle des préformes, c'est des petits tubes de plastique qu'on souffle et qui font des bouteilles de shampoing qu'on remplit ensuite avec la formule. Et ça, en fait, le fournisseur produit chez nous, ça évite plus de 80 camions par mois, où avant on transportait des bouteilles vides. Donc en fait, ça faisait quand même pas beaucoup de sens parce qu'il arrivait de l'usine de fabrication. Donc on a intégré en fait le site. Aujourd'hui, ce site, il est aussi déjà en boucle sèche, c'est-à-dire on recycle complètement l'eau, nos eaux usées, et on n'utilise de l'eau fraîche que pour nos collaborateurs et un petit peu quand on en a besoin sur nos formules. Donc ça, c'est complètement mis en place et la biomasse de la forêt sert à chauffer l'usine. Donc là, on est vraiment dans une boucle, je dirais, vertueuse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce cadre général, qui est très bien illustré là par Rambouillet, il s'impose à toutes nos usines dans le monde. Donc, comme vous l'avez compris, j'ai travaillé en Inde, j'ai travaillé en Chine, il y a très longtemps, je travaillais avec des usines à Suzhou, à Yichang en Chine, ils sont dans le nord. Yichang est déjà une usine qui est en boucle sèche aussi. Et ça, c'est important parce que ce n'est pas que là où on pourrait penser c'est facile de faire que l'on fait. On le fait partout, cette démarche-là, elle est globale. Simplement, après, elle se fait en tenant compte des territoires dans lesquels on est et à la vitesse à laquelle les territoires peuvent y arriver. Et globalement, sur l'énergie renouvelable, aujourd'hui, 97% de l'énergie renouvelable dans nos sites est déjà décarbonée. Et on est déjà à 100% en Europe et à 100% en France, par exemple. Donc, en fait, on crée déjà, ou par énergie hydraulique, ou par voltaïque, ou de la biomasse. Enfin, ça dépend des lieux et ça dépend des territoires. On fabrique déjà 100% d'énergie renouvelable en Europe et dans nos usines françaises. Et pour votre information, on a 11 usines en France, donc on est très implanté industriellement en France. Et c'est plus de 26% de la production mondiale du groupe, la France. Donc en fait, cet impact-là, il transpire aussi sur l'ensemble de la chaîne de valeur mondiale. Henri Bourgeois-Acosta, vous l'avez évoqué rapidement en introduction, mais vous portez un regard assez critique sur cette notion sur ce terme, en tout cas de limite planétaire, en tout cas la manière dont il peut être utilisé. Qu'est-ce qui est problématique pour vous avec ce terme aujourd'hui ? Alors, entendons-nous bien, hein, c'est un concept qui est aujourd'hui indispensable pour les entreprises. Ça leur permet d'appréhender une réalité écologique complexe et c'est un outil d'amélioration, comme ça l'a été indiqué. Il ne s'agit pas de remettre du tout en cause ça, mais bien de souligner que c'est un outil, c'est-à-dire c'est une conceptualisation de réalité bien plus complexe. Et cette conceptualisation, on va dire, c'est pas parce que vous lisez la philosophie pour les nuls que vous devenez parfaitement au fait de la pensée de Spinoza ou de Kant. C'est assez loin de ça. Et finalement, si vous me passez l'expression, les limites planétaires, c'est un peu l'écologie pour les nuls. Et ces défauts, en fait, des limites planétaires, ils sont de trois ordres. Le premier, c'est qu'on a un traitement en silo des thématiques, sans souligner l'interconnexion des différents enjeux. François l'évoquait tout à l'heure, quand on a des actions sur le climat, on peut avoir des répercussions sur l'eau, on peut avoir des répercussions sur d'autres choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et elle n'est pas moins importante, c'est qu'on a une espèce de grand fourre-tout qui s'appelle les entités nouvelles, dans lequel on a des choses qui sont d'ordre très très général et très différentes, dans lequel on va avoir les plastiques, les radioéléments et les OGM. Vous imaginez bien que tout ça là-dedans, ça signifie surtout le fait qu'on est très très mal à l'aise avec ces réalités-là et que comme on ne sait pas trop quoi en faire, qu'on ne sait pas trop quelles sont les limites de ces machins-là, eh bien on les a mis dans un item et qu'on en a fait un seul. Et puis le deuxième, et qui est pour moi le plus important et le plus grave, c'est qu'on a considéré la biodiversité comme un item parmi d'autres. Ce qui est une aberration absolue. C'est-à-dire que, je vais le dire de façon un peu violente et volontairement violente, le réchauffement climatique, on s'en fout. La diminution de la quantité de l'eau sur Terre, on s'en fout. On s'en fout s'il n'y a pas de vivant. C'est-à-dire le fait que la Lune se réchauffe ou que Mars perde de l'eau, ce n'est pas un enjeu. C'est un enjeu sur Terre parce qu'il y a du vivant.
en fait. Et en fait, ces modifications, donc en fait, le fait que les limites planétaires se soient hyper focalisées sur les limites géochimiques et non pas sur la biogéochimie de la planète, nous amène à avoir une pensée qui est très restrictive. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait ? Ça n'a pas été un point de vue volontaire des gens du Stockholm Resilience Center, hein, l'organisme qui est à l'origine de ce concept de limite planétaire. Ils ne se sont pas dit, tiens, on va mettre la biodiversité dans un coin et puis point. En fait, ils l'ont fait parce que c'est une réalité qui nous échappe complètement, qui est tellement complexe qu'on n'est pas du tout capable de l'appréhender. On n'est tellement pas capable de l'appréhender que si je faisais un tour de table de la salle pour demander quelle est cette définition de la biodiversité, je pense qu'on se rendrait compte qu'on est à des années-lumière de la réalité de la définition de la biodiversité, que si je la résumais à ce qui est le plus caricatural, c'est-à-dire la liste d'espèces vivant sur Terre, en fait on n'est même pas fichu d'avoir une idée du nombre d'espèces qui existent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'évaluation c'est entre 2 et 8 millions d'espèces différentes. Génial, hein, entre 2 et 8 millions. Sachant que cette notion même d'espèce, elle est très critiquable, elle est elle-même conceptuelle, elle peut elle-même être discutée. Et que vous avez des organismes vivants sur cette planète, des arbres notamment, qui ont plusieurs patrimoines génétiques sur le même individu. Quand même un sacré truc, ça. Et donc tout ça fait qu'on l'a mis de côté parce que c'est trop compliqué. Or, en fait, on a mis de côté ce qu'il y a de plus important. On a mis de côté ce qui est censé tout englober et qui finalement nous fait avoir parfois des approches qui sont partielles, parfois un peu simples parce qu'elles nous arrangent et que du coup on n'est pas capable d'englober la réalité de ce que ça sous-tend. Et je vais vous donner un exemple pour illustrer ça. La réalité de ce que ça sous-tend, c'est que nous, aujourd'hui, êtres humains qui faisons partie de cette biodiversité, on n'est pas monolithique, on est constitué d'autres êtres vivants, et notamment ce qu'on appelle le microbiote. Est-ce que vous avez une idée de la différence du microbiote entre un individu humain vivant de chasse, pêche et cueillette dans une population autochtone en forêt et la différence avec le microbiote humain industriel? C'est simple, c'est 2 fois moins. On a 50% de microbiote en moins. Et non seulement on a 50% en volume en moins, mais en diversité, notre microbiote se réduit à 1/10 du microbiote de ces gens-là. Or, aujourd'hui, le microbiote, c'est ce qui fait notre santé, psychique, physique. Et donc, on voit bien, en fait, par cet exemple-là, qu'on passe à côté, en limitant notre réflexion au sein de limites planétaires, d'une réalité qui est bien plus complexe et qu'il va falloir que petit à petit nous appréhendions pour pouvoir relever les défis environnementaux. Vous vouliez réagir Oui, Monsieur pour Clément donner Danton un côté un peu concret, donc ces discussions-là, on avait eu avec Henri il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, et sans dire qu'on est au bout du travail, il y a encore beaucoup à faire, et Henri l'a expliqué. Faut se représenter un peu ce que ça veut dire. On a fait tout un ensemble de tests pour comprendre l'impact de nos produits sur la biodiversité. Ça nous a quand même pris 8 ans. 8 ans pour un petit objet, alors celui qui est dedans, pour un petit objet comme celui-là, dont j'ai 2 modèles. Dans la vraie vie, j'en ai que 2. Combien de sociétés, combien de divisions n'ont que cela? Donc en fait, en termes de travaux, pour simplement comprendre une partie de ce que vient de dire Henri, c'est une dimension qui est absolument colossale. Donc je pense bien de simplement se donner un ordre de grandeur de ce que ça signifie, et avec une armée de scientifiques derrière. Hein. Ce n'était pas juste un scientifique perdu dans un laboratoire. Bruno Rebel, vous vouliez réagir sur cette question? Oui, parce que, alors, sous un certain angle, je suis le raisonnement d'Henri, mais je pense qu'il faut aussi se méfier du fait que le mieux est parfois l'ennemi du bien. Moi, l'intérêt que je vois dans ce dispositif des limites planétaires, de le prendre sérieusement, comme un cadre pour configurer son projet industriel et économique, c'est qu'effectivement, il oblige à penser toute une série de sujets et de sortir quand même un petit peu de la logique des silos. Après, il est tout à fait vrai que la limite de tous les corps étrangers qu'on introduit dans la biosphère, c'est un grand sac dans lequel effectivement on mélange trop de choses, mais c'est un point de départ pour commencer à analyser tous ces impacts. Et de la même façon, et tu as tout à fait raison,
mesurer son impact sur la biodiversité, c'est un vrai casse-tête. Mais ça n'empêche que si on le pose comme un des éléments de l'équation, ça oblige l'entreprise à le considérer de manière très concrète. Je prends un exemple qui concerne L'Oréal, parce que j'ai eu la chance de travailler avec L'Oréal pendant des années. On avait pointé le fait que L'Oréal avait finalement assez peu de préoccupations autour de l'huile de palme, mais avait quelques enjeux quand même autour des dérivés d'huile de palme. Et quand on a pointé ce sujet-là avec vos prédécesseurs, ils ont dit oui, mais enfin, on fait 60 000 tonnes, c'est pas par rapport aux 2 millions de tonnes d'huile de palme qui sont consommées. On dit oui, mais attention, ça peut être un risque réputationnel important, parce que si on prouve que votre crème anti-rides, elle est faite avec un dérivé d'huile de palme qui a tué des orang-outans, pour le faire un peu brutal, ça risque de faire grincer. Et finalement, on a monté en place tout un processus qui a amené à travailler sur la traçabilité de ces dérivés d'huile de palme pour pouvoir agir en amont sur les zones qui étaient à risque. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans ce dispositif, c'est que ça a ensuite amené L'Oréal à parler avec ses concurrents et avec tous les acteurs de la chaîne pour embarquer aujourd'hui plus de 50 entreprises qui sont associées dans ce groupe de travail pour tracer et travailler en amont sur ces dérivés. Et je pense que ça n'aurait pas été complètement possible si on n'avait pas pointé ce sujet-là comme un des éléments à prendre en compte. Après, c'est vrai que c'est très compliqué, et quand je vois le travail qu'a fait BIC sur ce que mentionnait François sur l'impact ou l'impact potentiel des briquets qui seraient perdus sur les plages et sur le milieu océanique, je dis chapeau, il y a peu d'entreprises qui ont été aussi loin dans ce travail-là. Mais il faut le faire, et on se rend compte que c'est un élément qui permet de rediriger les actions industrielles et commerciales. La première fois que j'ai posé à François l'idée, on a évoqué l'idée de recycler les briquets. Dans un premier temps, il m'a regardé avec des grands yeux, il m'a dit ça ne va pas la tête. Et puis finalement, on a lancé ce dispositif. Et ça commence à porter ses fruits aujourd'hui. Ça prend du temps, mais il fallait effectivement se poser la question. Et encore une fois, je maintiens que cette approche plus holistique est quand même un cadre qui force une pratique potentiellement, en tout cas, beaucoup plus vertueuse. Même si elle est compliquée à gérer, je suis d'accord. Oui, vraiment ne vous méprenez pas mon propos, et d'élargir cette réflexion-là, pas du tout de contester la légitimité ni l'intérêt. Je pense que ton point est très intéressant, et c'est aussi la démarche qu'on a. Je rejoins un tout petit peu là, mon partenaire de BIC, c'est qu'en fait, nous, on est des entreprises. Et alors, L'Oréal a été fondé par un chimiste, par un scientifique. Donc, on travaille énormément sur des bases scientifiques et sur le progrès de la science. Et en fait, au fur et à mesure que la science progresse, on progresse avec elle. Donc en fait, on est assez humble dans cette approche. On est très engagé, et on aime le dire au jour d'aujourd'hui, et encore plus qu'avant. On n'a longtemps pas dit tout ce qu'on faisait. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en fait, en disant les choses, on entraîne aussi tout un écosystème. On a une responsabilité très forte d'engager nos fournisseurs, d'engager nos concurrents, et eux-mêmes le font avec nous. Donc ça, c'est très important. Donc on explique beaucoup plus ce qu'on fait qu'avant. Mais pour revenir et pour tirer le fil de l'huile de palme, par exemple, aujourd'hui, on travaille même au niveau de la fédération de l'ensemble de la cosmétique mondiale, française et mondiale, pour se dire en fait comment on sort de ces dérivés, et comment on travaille sur d'autres opportunités que le vivant nous offre, et donc c'est là où la boucle est bouclée. C'est vrai qu'on dépend toujours du vivant, et de se dire, en fait, il y a d'autres ressources qu'on pourrait développer, exploiter sur des bases scientifiques ou sur des systèmes scientifiques ou des process d'extraction, de production qui sont aujourd'hui beaucoup plus durables et beaucoup plus sûrs, pour qu'on puisse justement sortir éventuellement de certains ingrédients dont on pense que l'impact est plus fort, et dont on voudrait évidemment le limiter. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on fait. Donc on se pose la question sur des huiles de colza ou de tournesol ou des choses comme ça, et qui pourraient éventuellement avoir aussi l'avantage de pouvoir être beaucoup plus localisées et être globalisées aussi, et donc d'en limiter énormément l'impact. Donc c'est très concrètement des choses qui restent dans cette logique de limite planétaire, mais on est bien conscient que la science évolue et que la compréhension aussi du vivant évolue. Donc on essaie d'évoluer avec elle. Bruno Rebel, est-ce que pour vous, il existe un risque de confusion entre finalement la performance environnementale et l'impact réel qu'on peut avoir sur le vivant ?
Mais je pense que ce risque, il est amoindri par une approche holistique comme celle que proposent les limites planétaires. Mais oui, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, le fait d'afficher un moins 50% de carbone ou même un objectif de neutralité carbone quand on ne précise pas le périmètre et qu'on ne dit pas par ailleurs tout ce qu'il y a autour, ça présente un risque parce que l'impact peut être tout à fait préjudiciable. Donc, la beauté, je trouve, de l'approche par les limites planétaires, et vous l'avez dit, c'est que ça oblige aussi à se fonder sur la science. À un moment où la science est quand même remise en question à un certain nombre de niveaux de la gouvernance mondiale, le fait de ramener l'activité de l'entreprise dans le cadre de ce que nous disent les scientifiques sur les impacts, sur les possibilités, sur les risques, ça, je trouve que ça a un vrai mérite. Et en ce sens, la combinaison de cette approche par la science d'une part et d'autre part d'une lecture systémique des enjeux me semble être le meilleur moyen de limiter les risques d'écart entre ce qu'on va annoncer comme performance environnementale et la réalité de l'impact qu'on va avoir. Et après, je pense qu'on finira peut-être là-dessus. Toute la question est aussi de savoir, de se poser la question des volumes produits et de l'utilité des produits sur lesquels on travaille. Oui, bien sûr, ouais, c'est la question d'ouverture, effectivement. Vous vouliez compléter, Henri Oui, Bourgeois-Costa? je partage tout à fait, mais je voudrais juste pointer un élément qui me semble très important, c'est ce terme de limite. Si on veut faire un peu de linguistique, c'est un mot qui est très ambivalent et c'est problématique. En fait, on peut entendre limite comme un point d'irréversibilité, et c'est ce qu'il veut dire. Et limite comme impossible entre deux bornes. Il y aurait ce qu'on pourrait faire dans la limite de ces limites planétaires, qui serait positif. Et puis ce que dit réellement le Stockholm Resilience Center, qui dit que quand on a franchi ça, on passe des points d'irréversibilité, c'est-à-dire si on passe la limite de la dégradation de la biodiversité, c'est irréversible, on ne reviendra plus en arrière à des équilibres écosystémiques équivalent statu quo ante, idem sur le climat, etc., etc. Et en fait, il y a cette mécompréhension-là, ou cette ambivalence, cette ambiguïté linguistique qui parfois emmène justement à des décisions qui sont fâcheuses parce qu'on se dit je suis dans les limites. Alors si on conjugue ça à cette notion de traitement en silo, qui est quand même encore beaucoup la norme, il suffit de voir la campagne publicitaire du syndicat de la plasturgie de ces derniers jours, quand même un monument de bêtises en matière d'écologie, je suis désolé de le dire, il n'y a pas d'autre mot pour le qualifier, qui nous dit que finalement le plastique c'est formidable parce qu'en termes d'ACV c'est bon pour la planète. Alors c'est bon pour la planète, moi je veux bien qu'on m'explique comment la situation actuelle, quelle planète déjà, sûrement la planète de Polivia, mais en tout cas pas la planète Terre, et comment est-ce que des entités nouvelles avec des dimensions d'émissions carbone massives, d'émissions toxiques, de dégradation des fonctionnements écosystémiques majeurs, peut être bon pour la planète. Enfin, il y a un moment, il faut être un petit peu, avoir un peu de bon sens, c'est même plus de l'écologie, c'est tout simplement du bon sens. Là. Donc c'est ça qui me semble important de souligner. Peut-être une question à vous deux, avec le recul finalement que vous avez aujourd'hui sur les transformations que vous avez menées ces dernières années dans vos industries respectives. Est-ce que vous diriez que c'est plutôt une contrainte ou une opportunité pour l'entreprise finalement? J'y vais. Alors, en fait, c'est les deux. Mais l'important, c'est de lui donner du sens. Donc, c'est une contrainte, ça coûte de l'argent. D'accord ? Donc ça coûte cher et donc il faut quand même avoir une volonté d'y aller, d'investir. Et on reste dans une entreprise et une entreprise, ça gagne de l'argent si elle veut survivre. Et donc forcément, ça rentre dans les évaluations économiques de la réalité et économique et compétitive aussi, de compétition de l'entreprise. Mais en fait, l'important, et c'est une opportunité. En fait, nous, on l'a toujours compris et abordé comme une source très forte d'innovation. Et comme c'est, à nouveau, on est très basé sur la science et on est une entreprise assez innovante depuis toujours, en fait, ça rentre assez bien aussi dans notre dynamique. Et à la fois auprès de nos collaborateurs, auprès de nos fournisseurs, de nos partenaires, de nos clients, et surtout de nos consommateurs.
Donc nous, on est des grands avocats de la recharge en matière de cosmétiques, par exemple, parce qu'on pense que le geste de recharge, quand vous rechargez votre shampoing, vous rechargez votre crème de soin, vous rechargez votre douche, en fait, c'est un geste qui est très économe pour la planète, qui est économe en ressources. Donc là, on est sur quelque chose d'assez systémique, parce que vous utilisez jusqu'à 70% moins de plastique quand vous rechargez votre bouteille de shampoing. Et votre bouteille de shampoing, si vous la rechargez seulement 3 fois dans l'année, c'est 40% d'émissions de CO2 en moins, en fait, sur une bouteille d'Elsève, qu'on connaît bien en France, par exemple, ce genre de choses. C'est des exemples assez simples, et quand on est plusieurs millions d'utilisateurs de shampoing ou de douche, Cadom est aussi rechargeable. Enfin, l'essentiel de nos catégories aujourd'hui de beauté sont rechargeables, et on pousse, nos parfums aussi sont rechargeables, et on a besoin d'accompagner et d'engager nos consommateurs, parce qu'en fait, c'est aussi un geste qu'on fera tous ensemble. Et nous, on est très attentifs à ce que, quand on parle toujours de désirabilité, de la transformation, en fait, elle doit d'abord être accessible, cette transformation, au plus grand nombre. Et la façon de le faire, par exemple, sur des produits de consommation courante, c'est aussi, par exemple, de vous proposer de nouveaux gestes de beauté et de recharger, parce que vous contribuez à limiter votre impact. Et nous, on contribue en innovant à vous donner une solution. Donc ça, c'est des choses importantes. Après, il y a la partie des collaborateurs, je vais finir là-dessus, c'est que nous, tous nos collaborateurs sont très engagés et aujourd'hui, je crois, très fiers, et on en est heureux de collaborer à ça. Et aujourd'hui, par exemple, si je reviens à nos usines, nos premières sources d'innovation et d'idées pour limiter notre impact, pour travailler sur le cycle de l'eau, la biodiversité qui entoure nos sites ou qui est dans nos sites, sur la limitation de nos déchets dans nos centrales, dans nos usines, dans nos sites administratifs, en fait, ce sont nos collaborateurs souvent qui y travaillent. Et ça, quand on donne du sens, c'est donner du sens à vous, consommateurs, en vous proposant des opportunités, mais donner du sens à nos collaborateurs et à l'ensemble des collaborateurs aussi de nos partenaires pour que cette dimension d'innovation et cette boîte à idées fonctionne. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'en fait, on aide donc, ce système-là à avancer. On a monté des fonds, et notamment un fonds qui s'appelle Solstice, qui est à destination de nos fournisseurs. Il est doté de 50 millions d'euros. Et la volonté, en fait, là, c'est d'aider des fournisseurs qui n'ont pas forcément la capacité financière de se financer ou d'avancer vite, mais qui ont de très bonnes idées et qui vont, pour se décarboner, pour l'eau, pour toutes les solutions dont on a pu parler auparavant, pour de la circularité. Et nous, on va être leurs partenaires et les aider, ou financer directement, ou les aider à se financer, pour pouvoir accélérer les bonnes idées. Et ça, je pense que c'est important, et je pense que c'est une force très présente dans le monde industriel. C'est cette collaboration, cette force à pouvoir travailler en mode de coalition sur des projets et des idées qui peuvent ensuite transpirer et s'accélérer. Donc nous, notre rôle, c'est parce qu'on est une plus grande entreprise, on a plus de moyens, plus de savoir-faire quelquefois par rapport à certains de nos partenaires. Et ben, notre rôle, il est aussi de leadership et de les accompagner et de les engager sur cette accélération. François Clément Rancourt. Oui, donc complètement aligné avec ce que Barbara a dit, donc je vais pas les rajouter. Il y a une notion d'opportunité, on est entrepreneur et l'entrepreneuriat se fait dans un cadre. Le cadre évolue, il y a des opportunités. Mais si on va également sur un autre angle, il y a eu au vote début 2025 en Suisse un texte qui était « Faut-il imposer à toutes les organisations de rentrer dans les limites planétaires dans les 10 ans ?» Donc en fait, il y a une notion de pourra-t-on rester demain comme entreprise et les faire prospérer dans un environnement qui va changer. Donc il y a, oui, l'opportunité, mais l'opportunité également de rester à plus long terme. Et quand on regarde un petit peu les leviers qui sont pour moi absolument critiques, la politique des petits pas qui était un peu ce qu'il y avait il y a 10 ans, voilà, on y allait étape par étape. Moi, l'apprentissage, c'est que, ok, c'est très bien, il faut le faire, etc. Mais ça ne va pas nous amener du tout là où on doit aller. Il y a un changement systémique et qui prend un peu de temps, on en parlait tout à l'heure, qui prend même pas mal de temps à monter. Si on commençait, par exemple, aujourd'hui, le travail qu'on a commencé à l'époque, on serait en overshoot d'au moins 10 ans par rapport à 2050. Donc, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas commencé sérieusement aujourd'hui, il faut s'attendre à ce que sur les dimensions clés, on dépasse pendant un temps certain. La deuxième chose, c'est les fournisseurs. Donc là, on n'a pas du tout la même expérience que ce qu'on a entendu tout à l'heure que L'Oréal a eu. Nos fournisseurs n'en ont strictement rien à faire. On est des tout petits acteurs vis-à-vis d'eux, ils s'occupent des métaux, ils sont en B2B, donc en fait ils ne connaissent pas le consommateur, ils ne sont pas connus du consommateur. Ils nous disent, si vous voulez avancer, c'est très bien, nous on n'en a rien à faire.
Très bien. Bon, donc là, il y a une vraie difficulté à 2 niveaux. La première, ce que je viens de dire. La deuxième, c'est qu'ils ne nous donnent pas de données. Et donc, ne serait-ce que pour reconstituer nos chaînes de valeur jusqu'aux mines, ça nous a pris 5 ans en utilisant des satellites. Il y aurait probablement eu des moyens un petit peu plus efficaces et rapides. La troisième, qui est absolument clé, qui pour nous a été fondamentale, c'est le fait d'avoir discuté avec les ONG. On rencontre tous les 2-3 ans des ONG, donc ça fait 150 ONG environ. On a travaillé très tôt avec Tara, et c'est Tara qui m'avait dit au début, si tu veux comprendre l'impact de ton produit, lance un programme scientifique sur ton produit. Tu ne trouveras pas des choses suffisamment précises pour te permettre d'optimiser ton produit. Et ça nous a fait gagner un temps immense. Et le fait de partager nos problèmes, nos succès, mais également et surtout nos échecs avec les ONG, nous aide énormément parce qu'ils voient beaucoup de choses et moyennant quoi ils nous mettent en contact avec d'autres industriels. Donc c'est dimension additionnelle, ouvrir les vannes avec les ONG, je parlais, les scientifiques également, les scientifiques, les chercheurs, les géopoliticiens, et puis les autres industriels. On s'aperçoit qu'en fait, on a quasiment tous, j'ai discuté avec quelqu'un qui est industriel, qui fait des énormes camions qui vont dans les mines. Bon. Et on s'est aperçu qu'on est passé par les mêmes blocages, alors que moi, je fais des briquets. Non. Donc là, il y a également le fait de discuter ensemble fait gagner beaucoup de temps. Et puis le dernier point, et le plus important de tous, les équipes. Ce qui nous a permis en 10 ans de partir d'une situation qui était moyenne par rapport aux autres entreprises et de pouvoir avoir maintenant des roadmaps qui sont parfaitement clairs. On sait combien de temps, on sait combien ça coûte, on les a pilotés, donc on est dans la phase de... Maintenant, on doit lancer la phase de déploiement au niveau alors pas mondial, mais au niveau des pays dans lesquels nous vendons. Ça n'aurait pas été possible sans une stabilité totale des équipes. C'est-à-dire qu'il y a eu une première équipe de 7 personnes, une deuxième de 15 et une plus large de 80. L'équipe de 15 personnes n'a pas changé pendant quasiment l'intégralité de la période. Il y a eu un départ à la retraite de quelqu'un qui est parti quand il a fini son travail et une deuxième personne qui est partie pour des raisons personnelles qui, pareil, avait fini son travail. Pendant 10 ans, on n'a pas arrêté de faire ce mouvement-là. On avançait, hop, on reculait. Et on redémarrait, on allait plus loin. Si on change les personnes en cours de route, on perd tout le savoir-faire. Et donc le redémarrage, il prend un temps infini. Donc en fait, la capacité à pouvoir avoir une équipe stable est fondamentale. Quelle entreprise aujourd'hui et quelle politique RH permet aujourd'hui de stabiliser sur le long terme des équipes comme ça? J'en connais pas beaucoup. Et je pense que le point le plus important, il est là-dessus. C'est la raison pour laquelle, il y a quelques années, quelques mois d'ailleurs, je suis devenu président d'Entreprise et Progrès, un think tank qui est exactement sur cette notion-là de l'humain au sein de l'entreprise. La question étant derrière, comment fait-on pour stabiliser les équipes et stabiliser les savoirs? Peut-être pour conclure, je vais vous demander, messieurs, de réagir et surtout, je voudrais qu'on ouvre un peu le débat sur finalement, est-ce qu'on peut donc continuer à avancer étape par étape ou est-ce qu'il faut repenser, selon vous, notre manière de produire, notre rapport à l'industrie? Bruno Rebel, si vous voulez, allez-y. J'ai 2 heures. Oui, ou 2 minutes, au choix. Alors, pour reboucler sur le sujet qu'on a traité aujourd'hui, je redis que pour moi l'approche holistique, l'approche systémique des enjeux est incontournable. Je rajouterais aussi que ça veut dire effectivement une approche qui est fondée sur la science, on l'a dit, et en étant très précautionneux sur les outils. Alors Henri l'a un peu évoqué, pendant longtemps l'ACV c'était l'alpha et l'oméga du pilotage des pratiques. Quand on regarde ça de près, on se rend compte que, alors, je le dis un petit peu brutalement, mais une ACV, on peut lui faire dire à peu près ce qu'on a envie de lui faire dire. Et puis on regarde les graphiques qui vont bien et on laisse de côté ceux qui ne vont pas bien. Encore une fois, l'avantage des limites planétaires, c'est que ça oblige à regarder l'ensemble et à tout mesurer. Et permettez-moi de rappeler cet adage, ce qu'on ne compte pas ne compte pas. Et il faut effectivement compter tout. Il faut regarder tous les éléments pour être sûr qu'on est dans le bon sens. Ceci étant, quand on a bien compris cet enjeu des limites à ne pas dépasser et qu'on doit contenir son projet industriel, économique, de territoire dans ces limites, je pense qu'on a fait un grand bout du chemin, mais on n'a peut-être pas fait tout le chemin. Je ne sais pas si vous êtes familier avec l'économie du donut qui a été promue par Oxfam et Oxford et Kate Raworth, qui dit, OK, il y a les limites planétaires, qui est une sorte de plafond qu'il ne faut pas dépasser,
mais il y a aussi un plancher social, un certain nombre de fonctions que les produits ou que nos activités auxquelles ces produits et ces activités devraient répondre pour le bien-être humain. Est-ce que mes produits servent la santé? Est-ce que mes produits servent le bien-être des personnes? Est-ce que mes produits servent l'expression des gens? Est-ce que mes produits ou mes process n'amoindrissent pas la prise de parole politique? Est-ce que tous ces éléments-là qui organisent la société, et que finalement cette approche-là, elle permet de définir non pas une limite, mais plutôt deux, un plafond écologique et un plancher social entre lesquels on est finalement dans une société sûre. Et cette approche-là permettrait aussi de questionner l'intérêt de certains produits et ou la quantité de ces produits ou les pratiques commerciales pour promouvoir absolument la vente de certains produits. On pense bien sûr par exemple à la fast fashion, mais un petit peu aussi à la cosmétique. Parfois, des fois, on se dit peut-être que vous allez un petit peu loin dans la volonté de toujours sortir des nouveaux produits. Sachant que ces logiques, elles ont aussi un impact environnemental qui n'est pas négligeable. Donc, je pense que l'étape suivante, ça sera celle-là, c'est de pouvoir combiner, de pouvoir proposer des projets qui s'insèrent entre ce plafond écologique et ce plancher social. Ouais, Henri Bourgeois-Costa, on va conclure avec vous. Alors oui, je partage complètement les propos de Bruno, et pour les mettre peut-être un petit peu encore plus en perspective, je pourrais dire qu'aujourd'hui, quand on pose la question est-ce que l'environnement est une contrainte ou une opportunité pour les entreprises, c'est une question qui est finalement un peu bizarre. Elle est un peu bizarre, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on appréhende en fait cette réalité environnementale de façon globale en parlant de santé globale. Hein, c'est ce concept assez nouveau qui date de moins d'une dizaine d'années, qui rassemble la santé humaine dans un contexte de santé environnementale, c'est-à-dire des écosystèmes sains et des espèces animales saines permettent la santé humaine. Autrement dit, quand on pose la question est-ce que c'est une opportunité ou est-ce que c'est une contrainte, est-ce que le fait d'œuvrer à votre bonne santé est une contrainte? Est-ce que le fait C'était plutôt la transformation, hein, l'opportunité de la contrainte. Bien sûr, bien sûr. Mais, permettez que je déforme un tout petit peu pour aller au bout de la démonstration. En fait, effectivement, faire des efforts pour rester en bonne santé, bien s'alimenter, etc., il y a une forme de contrainte. Et pour les entreprises, aujourd'hui, respecter ces limites planétaires, c'est une forme de contrainte. Sauf qu'il faut bien être conscient qu'il n'y a pas d'expression économique, il n'y a pas d'expression de l'activité intellectuelle humaine ni sanitaire humaine en dehors de ces contraintes. Et donc, c'est à la fois contraignant, oui, il faut bien l'admettre dans un contexte économique actuel, mais c'est en même temps le monde dans lequel on vit, et s'en absoudre, se dire que, oh, là, finalement, j'ai un peu dépassé la limite. Oui, je l'ai dépassé et c'est trop tard. Mais enfin, moi, je vais dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on ne s'absout pas des contraintes et on est content d'en avoir. En fait, il faut bien se rendre compte, c'est que les entreprises, elles ont aussi besoin de cadres réglementaires. Et quand on dit qu'on s'appuie sur la science, c'est aussi parce que souvent, quand même, les gens qui font les règlements ne sont pas complètement idiots, hein, même s'il y en a quelques fois qui sont un peu étonnants. Mais ils s'appuient aussi sur la science, en tout cas en Europe. Et voilà, il y a beaucoup de pays qui regardent ce que fait l'Europe et la France aussi en termes d'influence et de réglementation environnementale. Donc nous, on est effectivement assez dans cette logique-là. Donc après, évidemment, nous sommes une entreprise privée et nous sommes dans le système économique tel qu'il existe aujourd'hui. Mais je pense que ce qui est intéressant, et pour revenir juste un tout petit peu au thème sur la partie industrielle, c'est que moi, je dis souvent que l'industrie, c'est un peu comme un cœur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un espace isolé qui vit tout seul dans son coin. Au contraire, c'est plutôt lui qui est un peu le cœur vivant de la supply chain, c'est-à-dire qu'il approvisionne, voilà. Et donc cet élément-là, il est très important parce que le regard sur l'industrie est souvent un regard de pollueur, de monde comme ça, qui est un peu caché, voilà. Donc, en fait, pas du tout. L'industrie, et moi, j'ai 10 ans d'industrie derrière moi, par ailleurs, donc je parle un peu aussi, moi aussi, avec mon cœur. Mais en fait, l'industrie, c'est un monde de contraintes où la sécurité est au cœur du quotidien. La qualité, la performance de ce qu'ils produisent, que ce soit des produits de beauté, que ce soit, j'imagine, des briquets chez Bic ou autres, est au cœur de leurs préoccupations. Et c'est un monde qui est très ouvert et qui travaille de plus en plus en coalition, qui est de plus en plus curieux, intersecteur, et de plus en plus curieux sur le vivant, sur la compréhension de ses limites et de comment ne pas les dépasser, et si possible aussi peut-être y contribuer positivement, c'est-à-dire régénérer.
Et nous, aujourd'hui, on a des activités de régénération de terres agricoles. Toute la colle de nos parfums, aujourd'hui, par exemple en France, on travaille avec les betteraviers pour avoir des logiques de régénération des sols, en se disant, maintenant, il faut qu'on aille encore au-delà. Donc voilà, donc je voulais juste, pour terminer sur une note un tout petit peu positive, Oui. mais voilà, le mettre en avant et sur cette capacité de l'industrie à évoluer et accessoirement, c'est facteur d'emploi, l'industrie. Donc s'il y a des jeunes dans la salle et des moins jeunes par ailleurs qui avaient envie de travailler dans l'industrie, eh bien écoutez, nous serons heureux de vous entendre. Oui, il y a aussi des enjeux d'attractivité dans ces métiers-là. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci pour ces échanges très complémentaires et très intéressants sur ce sujet de l'industrie. Restez avec nous dans un instant. Le rendez-vous des municipales, c'est à 15h, donc vous pouvez rester ici. Et merci à vous pour votre attention. Merci.